Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres. Nous sommes au JDS, journal du dimanche soir. Une heure à partager ensemble. Et les grands sujets du jour sont les suivants. Promotion de la sécurité routière. La route tue, nous dit-on habituellement, mais est-elle toujours la criminelle? Que faire pour réduire le nombre d'accidents sur les routes? Pour 2021, l'ONASER, Office national de la sécurité routière, va articuler ses actions autour de 4 axes stratégiques, lesquels on en parlera avec son directeur général en la personne de Adama Kouraogo. Et puis fermeture des frontières burkinabées pour cause de Covid-19. Cela fait aujourd'hui 1 an que ça dure pour celle terrestre. L'impact économique est palpable. Nous aborderons à travers reportage et échange la question. Et je recevrai donc David Nana, notre chroniqueur économique. Et enfin sport, la liste des sélectionnés pour les éliminatoires de la CAN est connue. Et à quelques jours de la trêve internationale qui part du 22 au 31 mars, plusieurs clubs européens ont donc annoncé qu'ils ne laisseront pas partir leurs joueurs africains disputer les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN. Une circulaire de la FIFA qui donc les autorise pour crise sanitaire. Cette situation évidemment courrouce les sélectionneurs. Nous allons l'analyser avec notre journaliste sportif en la personne de Claude Romba. C'est l'essentiel qui marquera ce journal du dimanche au soir. Et on débute par la première des rubriques et ses sociétés. Un sujet annoncé en titre, 14 963 accidents de la circulation enregistrés du 1er janvier au 30 septembre 2020, rien qu'à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Ce sont des données statistiques partagées par l'Office national de sécurité routière. Quelles sont les causes des accidents de la circulation au Burkina Faso et que fait l'ONASER pour réduire le nombre d'accidents sur nos voies? Avant de recevoir son directeur général, suivons ce reportage que nous propose Maxime Jean-Eudes de Bambara. Selon les données statistiques de l'ONASER, Office national de la sécurité routière, 14 963 accidents de la circulation routière se sont produits au Burkina Faso au 30 septembre 2020. De ces cas d'accidents enregistrés, on en dénombre 777 personnes tuées et 9 942 blessées. Ces données, quoique alarmantes, ne concernent que les seules villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, ainsi que les accidents survenus en rase campagne et constatés par la gendarmerie. Comparativement à 2019 où 20 578 accidents de la circulation ont été enregistrés avec 978 personnes tuées et 13 653 blessés, l'on note une relative baisse du nombre d'accidents mais le nombre de victimes va sans cesse croissant. Fatigue ou inattention, usage du téléphone, prise de médicaments, refus de priorité, non-respect des distances de sécurité, voilà entre autres facteurs d'accident de la circulation de la route au Burkina Faso. Dans le domaine de la recherche, la sécurité routière est subdivisée en 3 parties. La sécurité primaire ou active qui vise à éviter la survenue des accidents, la sécurité secondaire ou passive qui vise à diminuer les conséquences de l'accident qui n'a pas pu être évité, et la sécurité tertiaire dont l'objectif est d'empêcher la situation d'aggravation de l'état des accidentés. Des efforts sont certes consentis au niveau de l'ONASER, mais les accidents de la circulation routière demeurent un réel problème de santé publique. Et pour le directeur général de l'ONASER, l'objectif en 2021 est de travailler à réduire le nombre et la gravité des accidents. À l'en croire, l'insécurité routière coûte cher et ce coût est d'autant plus élevé que les populations jeunes sont prioritairement touchées, ce qui a un impact significatif sur la production nationale. L'institution de Adama Kouraogo entend donc renforcer les actions de sensibilisation pour un changement de comportement des plus jeunes. La mobilisation sociale, c'est ce qu'il faut selon ces derniers pour arriver à une véritable sécurité routière. Nous vous le promettions et nous sommes d'ailleurs avec Adama Kouraogo qui est le directeur général de l'ONASER, entendez Office national de sécurité routière. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur Vara. C'était un plaisir de vous recevoir. Et on a ces chiffres-là que vous avez partagés il y a peu lors d'une rencontre notamment avec les journalistes et cela a suscité le reportage que nous avons proposé à nos téléspectateurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On dira, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et tout le temps, on attend ONASER. Rappelez-nous d'abord vos missions pour baliser et après on va y aller. Merci, M. Vara. Je voudrais, avant tout propos,
vous remercie de l'invitation. Et également d'inscrire cette grande thématique au journal du dimanche soir, qui est la sécurité routière. Et dire que l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière, est un organisme, c'est un établissement public qui a été créé en 2008 et qui s'est vu confier 3 missions essentielles, à savoir la promotion de la sécurité routière, avec tout ce qui va avec, de l'éducation à la circulation routière, la prévention, la communication, et faire en sorte que nos routes tuent moins. C'est vrai qu'on le dit comme ça, de façon péremptoire, les routes tuent moins, mais que nous nous tuons moins sur les routes. C'est parce que c'est nous qui causons les accidents, qui sommes auteurs des accidents. Et la deuxième principale mission, c'est de contribuer à la préservation du réseau routier à travers la lutte contre la surcharge et aussi contribuer à la fluidité du trafic routier et en permettant ce que les épaves puissent être rapidement dégagées et pour ne pas causer d'autres accidents. C'est les principales missions qui s'est vu confier l'ONASER à sa création. Je voudrais dire que c'est un long processus parce que il est parti d'une réflexion dans ce qu'on appelait le document de politique nationale de sécurité routière et qui a été mis en opération par le plan d'action sur la sécurité routière en 2011-2020, qui concerne 2011-2020, qui répond en même temps aux orientations de la décennie sur la sécurité routière, qui est une résolution des Nations Unies. Et à notre niveau également, et les Nations Unies ont confié des objectifs régionaux et nationaux à chaque pays et ce qui a été décliné dans notre plan d'action de la sécurité routière 2011 et 2020. Ça veut dire que nous sommes à un plan d'action qui vient de finir et qu'il faut rebooster. D'accord, on comprend un peu mieux vos missions. Et quand on a écouté les chiffres tout à l'heure, c'est plus de 14 900 accidents du 1er au 30 septembre 2020. Et de ce qu'on sait, c'est que comparaison pour comparaison, on n'est pas dans la même proportion que l'année d'avant. C'est vrai que il y a un Covid qui est passé par là, on a moins circulé, on dira. Parlons-nous justement de ce que vous avez eu à poser clairement en 2020, parce que le but premier, c'est qu'on ait moins d'accidents. Tout à fait. Il faut dire que nous avons fait des analyses. Nous avons été édifiés par des recherches sociologiques qui ont montré clairement que la première cause d'accident, c'est la pratique de la vitesse. D'accord. Et de ce fait, nous avons intensifié les contrôles de comportement à risque sur les principaux axes à travers le déploiement de nos hommes sur le terrain à travers des moyens, j'allais dire modernes, des radars modernes pour pouvoir dissuader ceux qui sont accros à la vitesse de comprendre également qu'ils enfreignent non seulement à la réglementation mais également ils défient leur propre vie. Et cela peut être considéré également comme un élément qui a permis de résorber un peu la vitesse. L'autre aspect que nous continuons, c'est véritablement la sensibilisation. La sensibilisation, la communication, l'information. Parce que vous savez très bien que le domaine de la sécurité routière, qui est un domaine social, appelle à un changement de comportement positif. Et qui dit changement de comportement positif nécessite nécessairement, en plus de la batterie de tests qui existe, qu'on puisse rappeler à chacun, à sa conscience, rappeler aux communautés, à leur responsabilité de pouvoir faire attention à soi sur la route et également faire attention aux autres usagers. C'est simplement la pratique de la courtoisie et du respect de la réglementation qui permet d'aller et revenir dans un espace public qu'est la route, vous savez très bien. Tant qu'il n'y a pas de codification, qu'il n'y a pas de respect de ces codes-là, il y a forcément conflit. Et ces conflits-là, c'est la manifestation des accidents et qui endeuillent nos pays. Vous avez dit que les chiffres ont décru, c'est vrai, mais quand on prend les 5 dernières années, on est à moins 360 tués sur nos routes. Chaque année. Près de 14 000 blessés. Et qui souvent entraîne des séquelles qui à vie. Donc c'est dit que le phénomène est grave. Et sur le plan économique, le poids économique des accidents sont estimés à près de 2% de notre PIB. En termes clairs, c'est plus que l'aide au développement.
que nous recevons. On comprend donc, on comprend l'impact. Tout à l'heure, je demandais quelles ont été vos actions. Il y a aussi un phénomène, la question des ralentisseurs, qui de façon souvent anarchique, peut-être vous vous réveillez un matin, vous en découvrez à vos dépens, et là-dessus, vous avez travaillé en matière de démolition. Mais c'est pas facile aussi avec la population. Oui, c'est pas facile parce que qu'est-ce qui a causé l'érection des ralentisseurs? C'est parce que il y a eu un accident et tout de suite, de façon cognitive, la population a estimé qu'il faut remédier en posant un ralentisseur. Et souvent, qui ne respecte aucune norme. Souvent avec des bottes de terre, des bois, et cela cause encore plus d'accidents. Parce que le conducteur qui vient qui transporte des passagers, est obligé de façon mécanique et brutale actionner un peu l'arrêt du véhicule. Et cela entraîne un accident et plusieurs morts. Ce n'est pas la solution. C'est la raison pour laquelle nous avons entrepris en 2018 déjà de détruire l'ensemble des ralentisseurs sauvages, dits sauvages. Parce que ça ne respecte, c'est même pas des ralentisseurs hors normes, parce que les normes sont bien édictées dans un test et qui donnent un peu le dimensionnement des ralentisseurs. Donc ces ralentisseurs sauvages en 2010 ont été détruits sur tous les principes, les axes du Burkina Faso. C'est vrai que par moment on voit encore des relents, des nouveaux ralentisseurs sauvages, mais une fois que nous sommes interpellés, nous agissons. Il y a la démolition des ralentisseurs hors normes qui a été effectuée au niveau de nos principaux axes, j'allais dire route nationale, Ouaga-Bobo, qui est la route nationale numéro 1, et de Bobo-Banfora, qui est la route nationale numéro 7. Et nous avons détruit plusieurs ralentisseurs. C'est vrai que nous n'avons pas pu tout détruire, mais l'objectif n'est pas aussi de tout détruire. Parce que nous sommes rendus compte que ce qui avait été répertorié aussi ne pourra pas faire l'objet de destruction, parce que faisant partie des zones 30, ça veut dire quand vous avez un ralentisseur à côté, il y a une école ou une maternité à côté, je pense qu'il est beaucoup sage de ne pas le détruire et de chercher à le normaliser. Mais au même moment nous détruisons, au même moment nous mettons d'autres dispositifs qui sont les avertisseurs sonores. Pour pouvoir alerter le conducteur et de faire attention. Il y a également comme adjuvant nos radars qui sont aussi postés. Et cette année nous avons détruit 174 ralentisseurs sur la route Ouaga-Kopela, Ouaga-Po et Ouaga-Dori. Donc c'est également permettre une fluidité, parce que notre pays est un pays d'Interland qui voit également des camions venus d'autres pays, et si cela n'est pas fait, si la fluidité n'est pas assurée, on risque d'avoir un détournement de trafic, et cela n'est pas l'avantage de notre économie. Vous êtes avant, on dira pendant aussi l'accident qu'on ne souhaite pas, et puis aussi après, parce qu'on vous a vu auprès de centres de santé avec du matériel d'urgence et tout. Pourquoi on retrouve la serre sur ce chapitre-là? Oui, bon, nous disons que c'est une manière de dire que la sécurité routière est transversale et qu'elle part non seulement de la prévention à la prise en charge. Et dans nos missions également, il y a une mission qui nous demande de contribuer à améliorer la prise en charge des accidentés. Et en le faisant, c'est comme un chemin que nous montrons. Sinon, généralement, nos dons peuvent être importants à un lieu, mais de façon globale, c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. Donc, nous sommes dans une dynamique d'alerter l'opinion nationale sur la nécessité d'une prise en charge également des accidentés. Au même moment, nous sensibilisons pour que ça ne survienne pas. Une fois que cela survient, qu'est-ce qu'on fait? Parce que il est clair que les accidents de la circulation sont une question de santé publique. Tous les rapports de l'OMS l'indiquent. Maintenant, comment est-ce que nous y arrivons? Il faut forcément une synergie d'action qui implique les professionnels de la sécurité routière préventive, qui implique les professionnels de la prise en charge médicale des accidents, et également qui implique les chercheurs pour que ce fléau-là soit maîtrisé dans son essence et pour qu'on puisse les juguler. D'accord. On a parlé un peu de ce que vous avez déjà fait. 2021, ce qui est intéressant, il y a juste quelques jours, vous avez rencontré les hommes des médias. Ce que vous leur demandiez, c'est de vous aider, donc de vous accompagner, parce qu'il y a l'aspect communication et information. Maintenant, vous avez une stratégie aussi pour 2021 avec 4 gros objectifs, c'est lesquels? Oui, nous avons, merci de
nous rappeler cela. Cela a été vraiment très fort apprécié par les hommes de médias parce que nous sommes partis d'un constat que nous ne réussirons notre mission qu'en actionnant la mobilisation sociale et communautaire. Et qui peut en tout cas nous aider à cela si ce n'est vous les hommes de médias qui sont le relais, qui sont un peu, j'allais dire, qui nous ramener aussi le ressenti de la population. Raison pour laquelle nous avons partagé nos préoccupations avec les hommes des médias et leur dire que le combat est commun. La cause est commune et nous allons les embarquer avec nous pour que les accidents de la route puissent connaître de façon drastique une diminution. Je rappelle que l'objectif c'était de réduire de moitié les accidents de la route et de 25% les accidents mortels. Nous sommes loin du compte. La réunion des Nations Unies qui a eu lieu à Stockholm nous a rappelé que nous sommes loin du compte. Donc la décennie qui va encore se définir a besoin de nouvelles stratégies. Raison pour laquelle au niveau de l'ONASER, nous allons allier plusieurs des actions. Continuer ce que nous faisons, c'est-à-dire intensifier la sensibilisation au profit des plus jeunes surtout, faisant en sorte qu'ils soient leurs artisans, qu'ils soient artisans de leur propre sécurité routière. C'est ce que nous avons fait en mettant en place des clubs de sécurité routière dans les grands centres, dans les grands lycées de Ouagadougou. Et nous allons continuer sur l'ensemble du territoire. Aussi, nous allons faire en sorte que la répression aussi soit au rendez-vous, parce qu'il ne faut pas décourager les bons élèves. Quand il y a des gens qui respectent et à côté d'eux des gens qui foulent la réglementation et qui ne se sentent pas interpellés, cela peut ramener les bons élèves à de mauvaises pratiques. Donc la répression également à travers un contrôle routier de comportement à risque sera intensifiée. Et cela, nous avons en tout cas mis les moyens pour nous équiper, pour renforcer la logistique et pour que nous puissions nous déployer sur les principaux axes de notre pays. L'autre aspect également, c'est, comme je l'ai dit, faire en sorte que la question de la sécurité routière soit une question nationale. Et le ministre en charge des Transports nous a instruit à cela, et pour que nous puissions avoir une synergie d'action, parce que c'est une question transversale. Ce n'est pas seulement un domaine réservé au ministère des Transports. C'est un domaine qui concerne l'ensemble de la population. Que ce soit le ministère en charge de la sécurité, le ministère en charge de la défense, que ce soit les ONG, qui jusque-là sont timides, alors que c'est leur dada. Le changement de mentalité, c'est véritablement eux qui devraient pouvoir le porter. Quand nous allons dans les rencontres internationales, l'État est minoritaire. C'est vraiment une question de société civile et d'association. Nous sommes heureux de constater qu'il y a un réveil à travers les associations qui sont regroupées dans une fédération, la FAPSER, et également à travers des initiatives de jeunes dans les réseaux sociaux, voilà, pour une circulation à Ouaga, pour ne citer que cela, mais dire que la question de plus en plus, grâce peut-être aux actions que nous menons, en train avoir des relais au niveau de la société. Et la grande question, comment est-ce que nous allons travailler à ce qu'on ne se marche pas sur les pieds? Parce qu'actuellement, nous travaillons chacun dans son cloison. C'est ça. Voilà. Et on n'est pas efficace en étant dans les cloisons. Et l'objectif, c'est de véritablement pouvoir tenir les instances qui gouvernent le Conseil national de la sécurité routière. Jusque-là, nous avons pu, en 2011, tenir l'atelier des acteurs, tenir le bureau des ministres qui regroupe les principaux ministres qui en tout cas sont portés par cette question, et pouvoir tenir l'Assemblée générale qui est présidée par le Premier ministre. Mais depuis lors, blackout. Cette année, le pari, et je pense que c'est la recommandation forte, l'orientation forte qui est donnée par le ministre Vincent Dabulgou, c'est d'aller à ces instances-là, à leur tenue effective, parce que c'est à ce moment qu'on pourra se parler, qu'on pourrait mutualiser les efforts, qu'on pourrait être efficace, qu'on pourrait simplement prendre la question dans toute sa transversalité. D'accord. Quand on parle aujourd'hui de la question de sécurité routière, donc des accidents sur nos voies, il y a 3 éléments importants. Il y a la route, il y a l'engin et il y a l'homme. Mais quand on écoute tout à l'heure là, on se rend compte que ce qui pèse le plus, c'est bien le comportement de l'usager, c'est le comportement de l'homme lui-même. Sensibilisation, vous disiez tout à l'heure, c'est pas aujourd'hui qu'on commence à sensibiliser. On martèle, mais les comportements sont têtus. Et il y a
a cet autre aspect au Burkina, l'incivisme sur les voies. Comment est-ce qu'on va y remédier? Vous et moi, passez pas 2-3 jours sans que vous voyez ces enfants en train de lever la roue avant. Ça, c'est difficile. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter. La bonne question, s'il n'y avait pas ces actions de sensibilisation, où en serions-nous? Je pense que ces actions aussi portent. Il faut continuer. C'est vrai qu'il faut développer d'autres stratégies, mais il faut continuer. Parce que l'homme représente à lui seul 78% de la cause. Tous les 3 facteurs que vous avez cités, l'homme c'est 78%. L'engin à moins de 20% et l'environnement à 2%. Au même moment, il faut agir. Et nous sommes heureux de constater que, avec la dynamique de renforcement de nos infrastructures routières, cette question est prise en charge. Voilà. Ça veut dire que l'environnement est pris en charge à travers les infrastructures routières. Les engins, à travers les visites techniques, le renouvellement de parcs également, peut être une solution. Mais après tout ça, c'est l'homme. C'est bien cela. C'est l'homme. Et l'homme, j'allais dire, est responsable des 2 autres. C'est-à-dire que l'homme est à 100% responsable. Si nous arrivons à faire en sorte qu'il comprenne qu'il est l'auteur plein et entier, je pense que les autres facteurs également vont pouvoir être influés et de façon positive. Comme qui dirait, tant qu'on travaille sur l'humain, ce n'est jamais une lutte qui s'arrête de façon ponctuelle. Elle est de tout temps. Bon, merci bien, Adama Kourago. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ONASER. Ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir et de revenir sur les grands points qui vont marquer 2021. On espère qu'on viendra faire un point plus intéressant que celui qu'on a vu aujourd'hui et que même si on n'a pas la réduction de moitié, qu'on n'en soit pas loin. Merci, M. Va. Le plaisir est pour nous. Je vous félicite encore pour cette initiative, cette téléjeune, mais qui a de crocs quand même qui font peur. En tout cas, demeurer dans l'audace et je pense que le chemin est tout tracé. Merci bien. Je rappelle qu'on était avec Adama Kourago qui est le directeur général de l'ONASER. On poursuit ce JDS, journal dimanche au soir, avec la partie économie. Dans cette partie économie, il est un visage que je reçois tout le temps. Et puisque c'est avec lui que nous marquons donc cet instant-là et cette page, c'est David Nana. Bonsoir David. Bonsoir Geoffroy. C'est un plaisir de vous recevoir. On va aborder plusieurs sujets. Plaisir toujours partagé. Oui, c'est partagé mon frère. Et il y a donc plusieurs sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Mais le premier, c'est peut-être un anniversaire que beaucoup avaient peut-être un peu oublié. Oui. Mais on se rappelle qu'il y avait une prise de parole, c'était quoi, le 20. Et c'était le président du Faso qui annonçait qu'à compter du 21, le 21 mars, les frontières allaient fermer. Ouais. Et il avait annoncé que 2 semaines après, cela allait être revu et au regard d'un certain nombre d'éléments, des réconsidérations pourraient donc arriver. Et là, on était en plein Covid-19. Je pense qu'on avait encore 40 cas. Mais voilà. Un an, jour pour jour aujourd'hui, oui. Même si celles, on dira, aériennes sont ouvertes, il est que celles terrestres demeurent. Le fret, on le sait, continue de transiter via les compagnies que nous avons. Mais pour ce qui est du transport des personnes, si vous n'avez pas un laissez-passer, c'est compliqué. Un an sur lesquels revient ici Abdoul Rahim Niénié. Le 9 mars 2020, le Burkina Faso enregistre son premier cas de contamination au coronavirus. Le virus poursuit sa propagation et atteint les 40 cas confirmés 2 semaines plus tard. Le gouvernement prend donc des mesures pour freiner cette propagation. Le 21 mars 2020, les frontières terrestres, ferroviaires et aériennes sont fermées pour 2 semaines, excepté pour les vols militaires et le transport du fret. La fermeture des aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso aux vols commerciaux pour une durée de 2 semaines renouvelable, à compter du 21 mars 2020 à minuit, excepté pour les vols intérieurs, militaires et le fret. La fermeture des frontières terrestres et ferroviaires pour une durée de 2 semaines renouvelable à compter du 21 mars 2020 à minuit, à l'exception du fret.
Chez les transporteurs, c'est la consternation. Il revient que des sociétés de transport en commun ont tenté de mettre une partie du personnel en chômage technique. La conséquence de la fermeture des frontières est de plus en plus difficile que le syndicat de l'aéronautique sort de son silence. Il évalue la perte journalière à près de 1 milliard de francs CFA. Alors que l'on comptait près de 3 mois de fermeture, le syndicat demande la réouverture des frontières aériennes. Nous sommes fermés depuis pratiquement deux mois, donc ça fait au moins 66 milliards de pertes dans l'économie burkinabé. C'est quand même beaucoup. Vous avez entendu que Bruxelles Airlines a décidé de ne plus revenir au Burkina. Ça veut dire déjà qu'il y a des pertes d'emploi à ce niveau. Il y a certaines entreprises que je connais par exemple aussi qui ont décidé de façon unilatérale, comme le cas Air Burkina, de mettre les travailleurs dans le chômage technique. Il y a par exemple aussi certains qui ont décidé de ne même pas du tout payer les salaires. La maladie continue sa propagation, plus de 1000 cas confirmés et 53 décès en juillet 2020. Mais cela n'empêche pas le gouvernement d'ouvrir les airs le 1er août 2020 avec la mise en place de dispositifs sanitaires dans les aéroports. Le Burkina a élaboré un protocole d'accès au pays. Et ce protocole dit que quand vous arrivez, vous devez présenter un test à la Covid-19 fait à la PCR dans un laboratoire agréé. Pour les frontières terrestres et ferroviaires, les acteurs attendent toujours la décision du gouvernement. Une attente qui se fait de plus en plus longue et les conséquences sur les activités économiques ne sont pas négligeables selon plusieurs acteurs de la société civile. À l'image du mouvement Le Balai Citoyen, plusieurs OSC et syndicats ont maintes fois exigé du gouvernement la réouverture des frontières terrestres et ferroviaires. Demandons aux autorités de ce pays-là et à l'ensemble des pays de la CEDEAO de lever rapidement la fermeture des frontières et d'avoir le courage de les ouvrir et mettre en place de vrais dispositifs pour contrôler. C'est ça qui est mieux. C'est ça qui est mieux, comme on fait dans les aéroports. Pendant ce temps, plusieurs cas de violation de la mesure de fermeture des frontières par des voyageurs sont signalés, surtout en ce qui concerne la frontière avec la Côte d'Ivoire. En son temps, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, estima que l'ouverture des frontières doit se faire en concertation avec les pays voisins, a rassuré que le sujet était déjà en examen. Les multiples rencontres entre chefs d'État de la sous-région n'ont jusque-là pas inscrit cette question à l'ordre du jour et les populations continuent d'attendre. Retour sur ce plateau et pour cet échange avec David Nana, ça n'a l'air de rien, mais le temps il passe tellement vite qu'on se rend compte qu'aujourd'hui ça fait déjà 1 an que les frontières terrestres continuent de rester fermées. C'est vrai que ceux qui ont un peu plus de moyens, qui parviennent à voyager par les airs, eux ne sentent pas cette frustration de l'obligation de rester cloîtrés. Maintenant, à la réalité, ça a son impact. Et puis chacun a trouvé aussi sa solution, même les compagnies qui font le transport terrestre. Je dois dire que c'est ce qui est le plus dommage parce que on parle d'une frontière qui est fermée, mais j'ai envie de dire fermée de nom parce qu'aujourd'hui vous et moi savons très bien, et c'est pas moi qui le dis, tout le monde le sait, et ces frontières-là elles sont traversées par des voyageurs terrestres. Même les compagnies de transport trouvent le moyen de ne pas suivre. On traverse pas officiellement la frontière, mais on transporte. Arrivé à une certaine frontière, on dit bon, c'est bon, le trajet c'est bon pour nous ici, et le reste vous vous débrouillez. On sait que d'une façon ou d'une autre, là, le voyageur arrive à atteindre l'autre frontière. La question qu'on se pose, et ça, moi j'ai envie de dire, ça devient plus dangereux parce que, comme on aime à le dire en économie, le vide se comble très rapidement. Ici, il y a un besoin qui est là, et donc les gens ont trouvé le moyen de s'accommoder à ce besoin, de trouver le moyen de pouvoir voyager. Alors, maintenant, le danger, c'est que vous voyagez sans même faire le texte maintenant. Oui, sans le test de Covid. Voilà. Donc j'ai envie de dire que cette mesure-là, je ne suis pas pessimiste, mais je me pose la question, est-ce qu'elle n'est pas en train de contribuer à ce qu'on puisse être encore plus, plus favorable à la contamination de la maladie? Parce que vous ne vérifiez rien, vous dites que c'est fermé, mais pourtant les gens y entrent. Bon, finalement, à quoi c'est cette mesure? J'ai envie de me poser la question. Elle ne fait que compliquer, je vais le dire très clairement, elle ne fait que compliquer la situation pour les petites gens. Parce que regardez aujourd'hui, s'il n'est
ça le dit de façon très claire. Ce n'est plus un secret. C'est que vous allez, les compagnies de transport qui avaient l'habitude de faire les capitales Ouagadougou-Lomé, Ouagadougou-Abidjan, Ouagadougou autre part, elles continuent de le faire. Et puis elles vous proposent un tarif Ouagadougou-Abidjan, Ouagadougou-Lomé. Seulement qu'on transporte, comme vous le disiez tout à l'heure, le passager jusqu'à la frontière, on trouve le moyen de leur faire passer la frontière via des tricycles ou pour certaines autres frontières, on les passe même moyennant quelque chose. Et puis, de l'autre côté, on continue tranquillement son chemin sans avoir fait le test de Covid, sans avoir pris toutes les mesures qu'il faut. Et on sait, parce que c'est de la clandestinité presque que vous voyagez. Donc ça veut dire que toutes les mesures ne sont pas mais, et le problème, c'est que quand on le rappelle, lors de points de presse gouvernementaux, par exemple, à certains ministres, ils disent qu'ils le savent. Ils savent. Et moi, ce qui est dommage, c'est que d'un point de vue économique, on crée une économie souterraine qui est là. Et après, on se plaint que le budget, il n'est pas rembourré. Pourtant, cette économie qui est créée, vous avez parlé des tricycles. On ne peut pas prélever une taxe sur quelqu'un qui n'existe pas. Et qui disait c'est en brousse, hein, c'est pas. Et quand vous prenez en tout cas pour ce que je sais de l'axe Ouagadougou-Abidjan, parce qu'on a tenté, nous, notre rédaction, de faire un reportage là-dessus, ça n'a pas été simple, mais on a pu recueillir un certain nombre de témoignages qui nous font comprendre que pour ce qui est de la frontière, le passage se fait par tricycle et puis très souvent nuitamment. Et à l'intérieur, vous avez même vous avez des checkpoints. Pour les traverser, il faut bien payer. Donc il y a l'insécurité qu'il y a, surtout qu'on est en période, on connaît la question de l'insécurité et c'est quand même difficile. C'est quand même difficile. On a envie de se demander, comme je le disais tantôt, on se pose la question à quoi sert cette loi? Parce que si une loi est mise, je reviens encore là-dessus et j'insiste encore là-dessus, c'est pas pour faire un plaidoyer pour qu'on puisse ouvrir. Moi, ce que j'attends plus, c'est qu'on puisse nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui bloque jusqu'à présent. Parce que j'ai envie de dire, il faut s'accommoder. On a vu l'économie a connu des grandes crises et au début on criait, on avait la main sur la tête, mais on a fini par s'en accommoder. Est-ce qu'il ne faut pas l'intégrer comme une variable avec laquelle il faut fonctionner? Est-ce qu'il ne faut pas la mettre dans la fonction de production de toutes les entreprises, cette maladie-là qui est le coronavirus? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Vous parlez de l'impact économique, ça il est certain, mais je me pose aussi la question de savoir est-ce que les calendriers politiques qu'on a eu récemment dans notre sous-région n'a pas favorisé cela? Parce que vous savez, quand on parle souvent d'élections et tout, on est prompt à fermer les frontières le jour même du vote ou un jour avant, c'est des choses qui se font et puis bon, chacun est regardant sur son territoire intérieur pour voir qu'est-ce qu'on peut maîtriser, comment est-ce qu'on peut gérer les choses. Tous nos pays étaient dans cette réalité-là. Et puis on n'ouvre pas seul ces frontières parce que ça n'a pas de sens si l'autre ne les a pas ouvertes. Et il y a quelque chose que ce par quoi chutait d'ailleurs tout à l'heure Abdelrahim Niénié, qui était très intéressant, c'est que dans le calendrier d'échange que nous avons visioconférence à chaque fois entre les chefs d'État, quand on vient à l'intérieur de ces points, on n'a pas forcément ces questions, alors que c'est le cri du cœur des transporteurs aujourd'hui. Bien sûr. Et c'est dommage, vous me demandez si c'est pas une question politique, c'est difficile de parler d'économie sans parler de politique. Et ce qui est dommage aussi, le plus souvent, j'ai pas envie de le dire, mais j'y vais tout de même à mes risques, parce que le plus souvent, ceux qui détiennent le pouvoir politique dans nos contrées sont ceux-là également qui détiennent le pouvoir économique. Si bien que quand une situation les arrange économiquement, mais ils vont pas hésiter à prendre des mesures politiques, n'est-ce pas, pour donner encore du poids à cette situation-là. Donc c'est dommage ce que vous dites, c'est vrai, parfois on arrime les choses, on confond, on fait une confusion entre les mesures économiques. Maintenant, la question que doit se poser, n'est-ce pas, le politique aussi, c'est l'impact de façon générale. C'est vrai, moi je tire mon épingle du jeu, mais comme vous l'avez dit, les petits gens, ils font quoi? Mais le problème, c'est que ce sont ces petits gens qui après deviennent un problème pour vous. Vous faites bien de le dire. Et d'ailleurs, on va passer à un autre reportage qui est très intéressant parce que cela fait aussi un an que les commerçantes de la gare de Sitaraï, pour ceux qui connaissent bien Ouagadougou, savent de quoi nous parlons, peinent à convoyer leurs marchandises de la Côte d'Ivoire pour la plupart vers le Burkina Faso. Donc un an que certains fruits et légumes se font rares sur le marché donc burkinabé et un an que le commerce de ces dames peine à cet endroit-là de Ouagadougou. Nous nous sommes rendus sur les lieux, histoire de toucher du doigt la réalité. Et c'est Fatimata Dikema qui nous propose ce reportage. Clémentine Ki vient d'arriver de la Côte d'Ivoire il y a seulement quelques jours. Elle est l'une des commerçantes de la gare de train de Ouagadougou qui importe de la marchandise de la Côte d'Ivoire vers le Burkina Faso. Cela fait 30 ans qu'elle fait ce métier. Mais depuis un an, son travail a pris un coup avec la fermeture des frontières pour cause de Covid-19. Après avoir nourri l'espoir d'une possible réouverture rapide des frontières ferroviaires, elle a décidé de continuer son commerce
cette fois-ci en empruntant la route. On emprunte le car à Ouaga, Yangologo. De Yangologo, maintenant, on nous prend sur des motos et qu'on traverse la brousse. Arrivé à Ouangolo, maintenant, on prend des cars directement sur Abidjan. Les frontières sont fermées. Arrivé en cours de route, on nous questionne que vous savez que les frontières sont fermées. Mais on les dit, comment on va faire? Il fait bientôt 1 an. On ne peut pas rester dans cette crise-là aussi comme ça. On va manger quoi? On mange dedans. Donc nous aussi, on était obligés de se débrouiller pour rentrer forcément. Des fois, on nous questionne qu'on est passé par où? Je dis, on est passé par la voie terrestre. On n'y peut rien. On fait comme ça jusqu'à on rentre à Abidjan. En retour aussi, tout est la même chose. On est dans des difficultés. Des difficultés, il n'en manque certainement pas, car braver la fermeture des frontières n'a pas seulement pour conséquences négatives les tracasseries sur la route. Ces femmes qui partent malgré tout à la recherche de leur pitance quotidienne enregistrent souvent des pertes à cause du retard dans l'acheminement des marchandises. Tu vas prendre les véhicules à Abidjan, vous arrivez à Nyangologo. Il faut transporter, des fois vous arrivez là-bas, on dit qu'il n'y a pas de véhicules qui vont nous prendre. Tu peux taper au moins 1 semaine en cours de route avec les vivres frais, arriver ici, tu vois. Vous voyez, ça a duré en cours de route. Oh, pourtant, si c'était par la voie, par le train, tu voyais les graines. Le train la quitte mardi, ça rentre ici mercredi. Tout arrive en bon état. Même si c'était par des véhicules, que les véhicules rentraient rapidement, là, il n'y avait pas de souci. Et plus les marchandises mettent du temps sur la route, plus les pertes sont énormes. Moi-même, entre-temps, je suis parti, je suis venu, graine est gâtée, ça volait dans les 400 et quelques mille. Tout est gâté. Même 5 francs, même, je n'ai pas vendu. Moi, j'ai quitté, par exemple, Abidjan le mardi. J'ai fait monter descendre. Donc je suis rentré ici mercredi à 13h. Le car que j'ai mis mes marchandises là-dedans, eux ils ont quitté mercredi nuit à 20h. Et c'est hier qu'ils sont arrivés, avec les vivres frais. Parce qu'on les fatigue en cours de route, ils ne peuvent pas circuler comme ils veulent. À en croire Clémentine qui, le train marchandise accuse trop de retard. Donc impossible de transporter de la marchandise fraîche. Elle lance donc un appel à l'endroit des autorités afin qu'elles se penchent davantage sur cette question des frontières. Si l'État peut voir de notre côté, nous aider au moins pour ouvrir, même si le train ne voyage pas, que les cars et les transporteurs là aussi peuvent au moins faciliter la tâche, ça allait nous arranger. C'est aussi grâce à elle que de nombreuses femmes tiennent toujours leur commerce malgré cette situation de pandémie et son lot d'interdits. Cette dernière plaide également pour la réouverture des frontières. Les marchandises transportées par les cars arrivent à destination presque pourries, donc difficile de vendre et ne pas enregistrer des pertes. Et nous ne savons quoi faire. Voyez vous-même, que ce soit les graines, la ticket, tout est presque gâté. Ce ticket est arrivé ce matin seulement, mais la moitié n'est plus commercialisable. Donc c'est vraiment dur pour nous. Si les autorités peuvent vraiment nous aider, cela va beaucoup nous faire plaisir. Ça ne va vraiment pas. Qu'il ait pitié de nous et pense à réouvrir les frontières. Nous faisons vraiment pitié. Même si nous arrivons à acheter des marchandises, il est difficile de se faire des bénéfices. Les clients aussi se plaignent de la cherté des produits, car ce ne sont plus les mêmes quantités qui sont vendues au prix habituel. Mais ce n'est pas de notre faute. Le transport nous revient maintenant plus cher. Ils ont raison, mais nous aussi nous n'avons pas tort. En rappel, le 20 mars 2020, le président du Faso, dans son discours à la nation, annonçait la fermeture des frontières terrestres, ferroviaires et aériennes pour une durée de 2 semaines renouvelable à compter du 21 mars à minuit. Et cela dure maintenant 1 année que les frontières terrestres et ferroviaires sont fermées. Pendant ces 12 mois, plusieurs mesures de restriction annoncées par le gouvernement ont été levées, parmi lesquelles la réouverture des frontières aériennes. Mais force est de constater que les frontières terrestres et ferroviaires sont toujours fermées. Si des gens bravent cette mesure, l'on se demande pourquoi maintenir cette décision.
David Dana, ça résume tout ce que nous disions tout à l'heure. Oui, et je ne sais pas, c'est ça. Parce que le risque ici, quand vous tenez mordicus à une certaine mesure sur le marché, mais le marché aussi va trouver son moyen de trouver une méthode de s'accommoder et de créer aussi une autre situation. Parce que là, peut-être c'est pour une coup de Dieu, on l'observe de façon instantanée, mais ça risque d'être une situation structurelle. Parce que en même temps, ce qu'on ne dit pas, c'est que, je l'ai dit tantôt, il y a une économie souterraine qui s'écrée et ça profite à qui? Il y a des forces de l'ordre, je ne parlerai pas de corruption, mais vous pensez que quoi? Et ces forces de l'ordre là, ils intimident aussi ces personnes qui font ce trafic là, majorant quelque chose qui ne dit pas son nom, qui malheureusement ne va pas dans les caisses de l'État. Et donc ça, ce sont des pètes sèches par rapport à une situation. Donc moi je pense qu'il faut bien mûrir la réflexion. C'est vrai, c'est une situation, on ne nie pas la situation du coronavirus, mais la question que je me pose toujours et ce que je dis toujours autour de moi, c'est est-ce que une maladie avec laquelle les gens apprennent à vivre, parfois même vous tombez malade de cette maladie, vous guérissez, est-ce que les situations économiques que ça va créer, est-ce que les morts qui vont, les préjudices, les conséquences qui vont s'en suivre ne seront pas plus dramatiques que la maladie en elle-même? C'est la question qui reste posée. On a écouté tout à l'heure donc le cri de cœur de ces dames-là. Et on comprend aussi que pour le politique, il y a aussi par après, lorsque vous ouvrez ou bien que vous pour ce qui est des restrictions, vous les levez, lorsqu'il y a des pics, quelquefois c'est les mêmes qui viennent vous dire que bon, vous aussi vous êtes allé un peu trop vite, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Donc quelquefois vous êtes entre le marteau et l'enclume, mais on attend de voir ce que ça va donner. Je pense que c'est ce que je dis toujours quand on a à la charge le management d'un pays, vous ne devez pas juger sur ces faits-là. Les gens se prononcent, mais vous devez avoir le dernier mot. C'est comme un chef de famille, il prend des décisions de façon avisée et quand il avise, au départ ça peut créer des remue-ménages, mais il faut qu'à la fin on dise il avait raison. N'est-ce pas? On va terminer donc sur ce mot-là pour ce qui est de ce premier anniversaire que nous avons voulu donc aborder. Et il y a d'autres questions parce que le Burkina aussi, à partir du 23, on a une hausse du prix du carburant. À la pompe, oui. Et une hausse de 10 pour le super 91, 10 francs également pour le gasoil. Et puis ce qui a beaucoup maintenu mon attention, c'est la hausse par rapport aux bouteilles de gaz butane de 12,5 kg. On dit qu'il y a 500 francs qui s'ajoutent sur la bouteille de gaz. C'est vrai qu'à la fin du communiqué, on dit que la direction en charge de la vérification des prix va faire des descentes inopinées pour vérifier que ces coûts-là sont respectés. Mais la question que moi je me pose, parce que je ne sais pas vous, mais moi déjà, mon petit ménage s'était déjà habitué à payer plus de 500 francs sur le marché. Volontairement ou involontairement, il y a ces personnes-là, ces agents économiques sur le terrain qui créent une certaine spéculation qui ne disent pas son nom. Moi, la bouteille de gaz, je l'ai achetée à 5 000, je ne sais pas c'est quand. Sinon, moi, dans mon quotidien, c'est plus de 5 000. Parce que c'est ce qu'on me fait payer. Bon, il y a quelquefois, vous avez l'impression qu'on suscite un genre de pénurie qui ne dit pas son nom, qui suscite donc un genre de spéculation et on se retourne naturellement à se dire, bon, écoutez, prévoyez tant, c'est sûr que ça sera toujours comme ça. Maintenant, quand on vient de dire que c'est 500 qui est ajouté, donc, comme vous dites avec le communiqué, vous n'avez qu'à mettre 500 francs sur ce que vous payez avant. Oui, parce que c'est ça, parce que moi, ça me plaît bien quand on dit on contrôle les prix, mais avant que la situation n'arrive, parce que moi, comme je l'ai dit, on préparait l'émission ensemble, on a échangé, je ne faut pas jeter l'anathème tout de suite sur le ministère du Commerce, c'est pas de bon gré qui peut-être ils augmentent le prix du carburant. Quand vous allez sur le marché international, vous avez, et beaucoup même avaient prédit que le prix du baril allait monter, parce qu'il y a un espoir par rapport au coronavirus, les vaccins qu'on est en train de trouver, donc il y a un espoir pour la relance économique, donc c'est tout à fait normal que nous, qui ne sommes même pas producteurs de pétrole, on puisse voir une certaine répercussion, ça c'est normal. Mais c'est vraiment vérifier, s'assurer à contrôler les prix. Et puis aussi, ce qu'on observe sur le marché, vous augmentez de 10 francs le carburant, votre transport augmente de 1000 francs. Ou votre transport double. Pourquoi ? Et c'est ça aussi qu'on doit voir la force de cette association des consommateurs, parce que c'est un jeu économique, chacun tire le drap vers son côté, c'est son égoïsme qui provoque. Et si vous êtes passif, moi par exemple, j'ai parlé du cas du carburant, de la bouteille de gaz, j'ai pas de pression. J'arrive, la seule chose que je peux faire, je dis bon, je prends pas, je vais ailleurs. Mais quand vous partez là-bas, c'est le même prix. Qu'est-ce que vous faites ? Votre seul grève, c'est de vous résigner.
Mais si en association de consommateurs, il y a un lobbying qui est fait et qui incite toujours les contrôleurs à pouvoir, parce qu'il faut sanctionner, ça c'est un délit économique, lorsque le ministère qui a la charge du commerce fixe un prix et que vous allez au-delà, vous êtes un criminel économique. Et ça doit se punir. Mais malheureusement, on ne voit pas les punitions. Vous arrivez dans un dépôt... Mais est-ce que là aussi, il n'y a pas, vous mettez le doigt sur un point qui est assez essentiel, c'est ce par quoi on va terminer d'ailleurs, il y a l'aspect participatif même du contrôle, avec la dénonciation et tout. Nous, on n'est pas enclin à cela. C'est dire, on vous dit c'est ceci, vous dites, bon, c'est bon, je vais payer. Oui, ça, je vous l'accorde. Et après vous permettez que cela s'asseye bien, se positionne très bien et que ça soit naturel. Je suis d'accord, parfaitement d'accord avec vous. L'esprit, la culture de la dénonciation, c'est pas le fort de nos populations. Ça, je vous l'accorde. Mais aussi, une fois que vous décidez de représenter l'ensemble d'un groupe social, vous devez mettre tout en œuvre pour qu'on puisse dire vraiment, vous faites ce que vous devez faire pour la défense de toute cette majorité-là. Donc moi, je dis, c'est vrai, l'esprit de la dénonciation n'existe pas. Mais encore une fois de plus, comme pour le cas des frontières, c'est des choses qui sont sûres, monsieur Var. Merci bien David Nana pour être passé sur ce plateau du JDS, Journal du dimanche au soir, et d'avoir pu aborder ces points-là avec nous. On va terminer par la dernière des rubriques, c'est la rubrique sport, et c'est maintenant. Et pour l'introduire, parce que je vais recevoir tout à l'heure Claude Romba, journaliste sportif, pour aborder ces questions, on va parler des éliminatoires de la CAN 2021. On sait que le Burkina Faso, lui, n'a besoin que d'une victoire pour entériner donc sa qualification. Mais pour les 2 matchs restants, le sélectionneur Kamou Malo a donné sa liste de 33 joueurs. La liste des étalons, donc, elle est désormais connue. On sait qu'il n'y a pas grand chamboulement, puisque les grands noms comme Charles Kabouré, Bertrand Traoré, Alain Traoré ou Issoufou Dabo sont bien présents. Nous avons d'ailleurs dans cet élément le détail avec Assami Touré. Pour les 2 derniers matchs de phase éliminatoire pour la CAN 2022 au Cameroun, Kamou Malo a convoqué 33 joueurs. Parmi ces joueurs sélectionnés, on note le retour de Hassan Bandé, Patrick Malo et Ben Aziz Zagré. Ahmed Belem ex-Raïmo et actuel joueur de l'USM Alger fait son apparition pour la première fois. 7 joueurs locaux sont dans cette liste, à savoir Babayoure Sawadgo, Farid Ouedraogo, Ben Idrissa Ouedraogo, Mohamed Lamine Ouattara et Herman Nikema, Ismaïla Ouedraogo et Samien pour leur première également, sans oublier les habitués en sélection. Quand on convoque un joueur en équipe nationale, bien sûr qu'il y a un plan derrière. Le plan derrière, c'est quoi? C'est que le joueur arrive non seulement à s'intégrer au groupe, et en tout cas pour s'installer durablement. Voilà. Et l'autre, c'est compte tenu aussi, vous savez, que d'habitude nous prenons juste 23-26 joueurs. Cette fois-ci, nous sommes à 33 joueurs. C'est normal, il y a beaucoup de gens qui tapent à la porte. Donc voilà pourquoi vous avez constaté cela. Sinon, on n'appelle pas un joueur simplement pour plaire à quelqu'un ou bien pour faire plaisir à quelqu'un. Bien sûr que nous estimons que derrière, c'est suivre ce garçon. Covid oblige, certains joueurs seront absents pour cette double confrontation. Mais pour le moment, aucun joueur n'est pressenti être indisponible. C'est vrai que ça va être compliqué pour certains joueurs de venir, ça on le sait. On sait qu'on dit à travers les différentes presses. Nous, dans le cas actuellement, je pense qu'on est bien lotis actuellement. Voilà. On est bien lotis actuellement. Le seul cas qu'on a réellement, qui est vraiment réel, là je viens même de sortir d'une discussion avec le cas Céline Bayala, où vraiment Ajaccio ne veut pas le libérer en fonction de ces mesures-là. Mais il se pourrait qu'on trouve un arrangement entre nous, parce que Cyril, normalement, à son retour, il est suspendu. Donc si Cyril il joue le 29, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas jouer le week-end du 4-5. L'accumulation des 3 cartons. Donc on est en discussion avec les éléphants. Pour cette rencontre inter-ougandaise, Kamou Malo préfère jouer la carte de la prudence. Le minimum de résultats est bon à prendre, selon lui. Nous savons que nous avons affaire à un sacré client. Alors donc pour nous, déjà, il faut être réaliste. C'est en tout cas de chercher un minimum de résultats.
Alors, ce minimum de résultats, ça pourrait être un nul si vous voulez, et pourquoi pas la victoire. Mais ce qui est sûr, nous partons pour chercher un minimum de résultats. Dès lundi, les étalons seront en regroupement à Ouagadougou. Un vol spécial est prévu samedi pour le départ en Ouganda pour le match prévu le 24 mars. En rappel, au match aller, les étalons ont été tenus en échec à Ouagadougou le 13 novembre 2019 par le score de 0 but partout. Une liste des 33. Bonsoir Claude Romba, merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy, je suis très ravi d'être là. Ouais. Et on a cette liste-là, j'ai dit c'est sans grande surprise, hein. On a les grands noms qui demeurent, on a la liste à 33, ça pourrait se comprendre. Tout à fait, je pense qu'avec la situation à maladie Covid, il faut donc prendre un maximum parce que bon, à chaque fois on peut faire des tests et si vous êtes testé positif, ben, il va sans dire que vous êtes out pour le match et donc il faut trouver rapidement un remplaçant. Voilà pourquoi la liste va jusqu'à 33. Maintenant, quand on regarde cette liste, on voit qu'il y a quand même une part belle qui est faite aux joueurs du cru national. Ça, c'est déjà intéressant. Avec 7 joueurs appelés, je pense que c'est déjà pas mal. C'est ce qu'on attendait d'ailleurs depuis longtemps. La question du quota qui avait fait son petit bonhomme de chemin, mais qui n'a pas prospéré parce que bon, certains pensaient qu'il ne fallait pas aller vers les quotas. Mais pour moi, il faut évidemment donner la chance donc à ces joueurs qui évoluent au niveau national de pouvoir aussi atteindre l'équipe nationale, savoir que tout le monde peut avoir sa place. C'est ce qui est fait. Ensuite, on voit qu'il y a des jeunes également qui sont avec Ahmed Belem qui a fait un très bon chan et qui du côté de l'Algérie également fait de belles choses et qui est dans ce groupe-là. Ça prouve également que le rajeunissement qui était annoncé par la Fédération burkinabé de football à la prise de fonction de l'entraîneur Kaoum Malo est en train de se faire petit à petit et c'est déjà pas mal. Maintenant, il n'y a pas forcément de grands absents parce que les cadres sont là, on parle de Charles Kaboré, Brian Dabo, Hervé Kofi Kouakou, voilà, donc avec le retour de Patrick Malo. Donc je pense que d'une façon générale, il n'y a pas forcément de grandes surprises. Ceux qui devaient être appelés ont été appelés. Et puis bon, véritablement, il n'y a pas un joueur comme ça qui n'aurait pas dû, ou en tout cas qui fait la surprise. Donc pour moi, je pense que la liste, elle est normale. Maintenant, au-delà de tout, il y a 2 matchs en jeu qu'il faut gagner. Il faut prendre 3 points sur les 6 possibles pour se qualifier définitivement pour la CAN. Je pense que c'est ça l'enjeu majeur. La Traoré a dit, hein, et puis quand on regarde la liste aussi, il y a quand même beaucoup d'attaquants qui sont appelés. C'est dire que bon, il a quand même l'esprit de pouvoir gagner le match et c'est déjà pas mal. Et je pense que c'est un peu comme ça, aller de façon conquérante du côté de l'Ouganda qui est le premier adversaire. Il faut savoir que pour cette confrontation, c'est la qualification directe entre les 2 équipes. Celui qui gagne est qualifié directement. Donc il va sans dire que ça va être un match qui va se jouer jusqu'au bout. Et il est évident que les étalons donc devront aller chercher cette victoire là-bas. On n'a jamais gagné en Ouganda. Ça va être d'ailleurs la première fois. Donc je pense qu'on peut également gagner en Ouganda. Et donc je pense que les étalons ont les armes et ils peuvent également aller chercher cette victoire et cette qualification qui va permettre donc de jouer le dernier match ici à domicile qui sera donc un match de gala. D'accord. Mais il y a ce qui fait un peu craindre et puis il fait des gorges chaudes, c'est que on sait bien que la trêve internationale c'est du 22 au 31 mars et il y a cette donne-là parce que plusieurs clubs européens ont annoncé qu'ils ne laisseraient pas partir leurs joueurs africains et pour disputer donc ces 2 journées-là des éliminatoires. Et quand on regarde, il y a une circulaire de la FIFA qui autorise justement pour des raisons de crise sanitaire, qui autorise ces clubs à prendre ces décisions. Ça risque d'avoir un impact? Évidemment, ça va avoir un impact. Je pense que déjà, du côté de la zone Am-Sud, on a préféré fermer cette fenêtre-là pour ne pas jouer les éliminatoires et puis bon, aller carrément à la trêve, à la fin du championnat pour avoir tous les joueurs à disposition. C'est vrai qu'en Afrique, on n'a pas pris cette option. En Europe également, il y a cette ouverture pour jouer. Maintenant, on se rend compte que la décision, par exemple, vous prenez un pays comme la France, où les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont décidé de ne pas libérer les joueurs parce qu'il faut savoir qu'en France, quand tu viens, il te faut prendre 7 jours de quarantaine. Alors que la disposition de la FIFA dit au-delà de 5 jours, les clubs ne sont pas tenus de libérer en tout cas leurs joueurs. Donc du coup, parce que cette pression est venue, parce que les clubs, ce sont les clubs qui payent les joueurs régulièrement et donc les clubs ont saisi cela au bon pour fermer, en tout cas interdire leurs joueurs de participer aux élections nationales. Maintenant, je trouve que du côté de la France elle-même doit jouer. Or,
Union européenne, parce qu'elle a joué un match contre le Kazakhstan et un match contre, je crois, la Bosnie. Donc, évidemment, normalement, on ne doit pas laisser libérer les joueurs pour l'équipe de France. Et là, on fait une exception pour l'équipe de France. Du coup, ça fait susciter tout le monde. On a vu l'Union nationale des footballeurs professionnels également qui a tiré sur le national de la lame et qui a interpellé l'État français pour qu'il fasse de l'équité dans le sport. Il n'y a pas de raison que si les joueurs qui ne sont pas de l'équipe de France n'ont pas le droit de partir hors UE, la France aussi ne peut pas aussi avoir des joueurs qui peuvent partir hors UE. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je crois que samedi dernier, la France, l'État français est revenu un peu à la raison en permettant donc à ces joueurs-là de participer donc cette fenêtre internationale avec leur équipe nationale. Maintenant, avec des conditions, bien entendu, c'est notamment cette bulle sanitaire, ce corridor sanitaire qu'il faut créer parce qu'il faut les tester. Et puis, bon, il faut qu'ils partent également aussi par vol privé, ce qui est un peu, ça va être un peu onéreux pour certains. En tout cas, c'est pas sûr que tout le monde pourra le faire, mais déjà, ça montre que tout le monde est monté au créneau. On a vu Vaïd Al-Djid, l'entraîneur donc de la sélection du Maroc, qui a demandé à ce que tout le monde se révolte par rapport à cette décision-là. Maintenant, on a vu ce que ça donnait et ça fait reculer un peu les gens. C'est déjà pas mal. Et que le Burkina également va pouvoir disposer d'un joueur comme Sidi Bayala qui joue en France. Mais il faut dire que le Burkina avait déjà pris les dispositions au préalable, avait déjà négocié cela. Et donc pour le Burkina, ça ne se posait pas trop. Mais bon, on va attendre de voir ce que ça va donner à partir donc de ce week-end-là pour voir si les joueurs vont pouvoir rallier les clubs. Vous avez un garçon comme Naby Keïta qui évolue du côté de Liverpool, qui met à disposition son jet privé pour les joueurs français. Ça veut dire que voilà. Et puis également aussi, on sait qu'en Angleterre aussi, il y a des pays qui sont ciblés, ou en tout cas si vous partez dans ces pays-là, il est difficile de revenir en Angleterre parce qu'il y a le variant sud-africain et puis voilà. Donc il va sans dire que Liverpool qui interdit carrément à ces joueurs-là de participer donc à ces matchs qui sont dans ces pays-là. Donc voilà un peu, je pense que ça montre que c'est une situation difficile. Maintenant, la FIFA fait quoi? La FIFA prend une décision pareille. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? De tous les cas, c'est les clubs, c'est sur je dirais la pression des clubs que cela est arrivé. On sait que c'est le club qui paye les joueurs. Maintenant, pourquoi ne pas fermer cette fenêtre-là carrément et puis attendre notamment à la fin de je dirais que bon, à la fin de la saison pour permettre donc d'ouvrir d'autres fenêtres internationales qui vont permettre aux joueurs et aux équipes de jouer. Bon, ça n'a pas été le cas, mais dans tous les cas, il y a deux matchs importants à jouer, les 5e et 6e journées d'éliminatoire de la CAN. C'est ce qui nous intéresse. Il va falloir se qualifier. Maintenant, ce débat, ça va continuer et puis bon voilà. Et puis justement, c'est vrai que la dernière fois, je vous avais permis de faire un genre de futur libre. Vous avez dit nos U20, ils descendent pas avant la finale. Bon, ils sont revenus. Hein. Cette fois-ci, vous dites quoi? Non, mais je pense que le Burkina a quand même ses chances de se qualifier pour la CAN. Maintenant, bon, on est en football, mais moi je parie pour le Burkina en tout cas. Merci bien Claude Robert, merci d'être passé. C'est terminé aussi pour ce journal du dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. Je vous retrouve dimanche prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.